Bonjour tout le monde, mon nom est Marie-Renée Blanchette, je suis vice-doyenne à la FESP. Puis c'est moi aujourd'hui qui vais vous présenter la courte présentation. Je vais vous dire bonjour, mais je vais fermer ma caméra durant la présentation, malheureusement, pour s'assurer que le signal ne coupera pas parce que j'ai de la misère un petit peu avec mon Wi-Fi dans les dernières semaines, mais je vais revenir vous dire bonjour à la fin. Donc voilà, je vais fermer ma caméra et on va commencer la présentation. Donc, aujourd'hui, c'est la première séance Flash FESP qui est une nouvelle forme de séance développée par la Faculté des études supérieures et postdoctorales pour permettre la présentation une courte présentation sur des sujets bien précis, mais surtout ensuite vous permettre d'avoir des échanges avec l'équipe de direction et puis avec nos agents de recherche et planification sur le processus, entre autres, là, qui entoure les dépôts des mémoires et des thèses. Donc aujourd'hui, on va parler de toutes les étapes qui mènent au dépôt initial des mémoires et des thèses et on va essayer de répondre au maximum de questions par la suite, après la présentation. Donc la présentation devrait être d'environ une quinzaine de minutes et ça nous laissera là, une bonne trentaine de minutes ensuite pour discuter. Donc, on va prendre le temps de regarder vraiment toutes les étapes jusqu'au dépôt initial, mais on va aussi insister sur certains points qui ne sont à ne pas oublier pour que tout se passe bien. Donc, ces points-là vont être soulevés au cours de la présentation et à la fin aussi, on va s'assurer qu'on a passé au travers de toutes les situations qu'on connaît, du moins, là, pour s'assurer que tout se passe vraiment bien puis que le processus soit le plus positif et fluide pour vous. Donc, ici, vous avez un aperçu du processus d'évaluation, du dépôt final, du dépôt initial jusqu'à la diplomation. Aujourd'hui, on va parler, bien entendu, du dépôt initial, qui est le premier point à gauche. Ce dépôt initial-là est suivi d'une période d'évaluation par le jury, qui ensuite, si le jury, dans le cas d'une thèse, si le jury juge que la thèse est admissible, qui mène à la soutenance de la thèse, et dans le cas de mémoire, si le jury juge que la mémoire est admissible, qui peut mener au dépôt final. Dans le cas de la thèse, donc, que la soutenance est soutenue de façon positive, on procède ensuite au dépôt final. Et ensuite, suivant le dépôt final, arrivera la diplomation. Donc, comment on se rend jusqu'au dépôt initial et comment on s'assure que ça se passe bien, que tout ça est bien fluide? Donc, en ce moment, voici les étapes importantes à se rappeler avant le dépôt initial. Vous devez commencer par rédiger la déclaration obligatoire de l'utilisation de l'IA générative qui est entrée en vigueur le 12 janvier 2026. Donc, vous devez avoir un avant-propos dans votre mémoire ou votre thèse, un avant-propos général qui est retrouvé au début du document, qui décrit, où vous déclarez votre utilisation de l'IA générative. Et si vous ne l'avez pas utilisé dans la rédaction de votre mémoire ou votre thèse, vous devez aussi le déclarer. Ensuite, vous devez vous assurer de bien respecter les règles de présentation. Donc, on va prendre le temps de vous présenter l'information en lien avec tout ça. Vous devez réunir l'entièreté des formulaires nécessaires au dépôt et vous devez transmettre le tout à la FESP selon la plateforme qui est désignée pour votre faculté. Donc, la déclaration obligatoire sur l'utilisation de l'IA générative a été mise en place, comme je vous disais, le 12 janvier 2026. L'objectif de celle-ci, c'est d'informer les membres du jury d'évaluation sur l'utilisation de l'IA générative qui a été faite dans la rédaction du mémoire ou de la thèse. Cette déclaration-là comporte trois volets. Le premier volet vous sert à déterminer à quelle étape de votre recherche ou de votre rédaction est-ce que les outils d'IA générative ont été utilisés. Ensuite, vous devez indiquer à quoi les outils ont-ils servi, puis quelles sont les mesures d'une conduite responsable d'utilisation d'IA générative qui ont été aussi utilisées. Et vous devez spécifier où sont mentionnées les contributions de l'IA générative dans votre mémoire ou votre thèse. Vous avez ici le lien pour la page sur l'utilisation responsable de l'IA générative dans les mémoires et les thèses, où vous allez pouvoir retrouver une trousse qui a été développée par notre équipe et puis qui va vraiment vous aider à vous assurer que votre déclaration est bien remplie puis que toutes les informations y sont retrouvées. Quelles sont vos responsabilités par rapport à la déclaration de l'utilisation de l'IA générative? Bien, vous devez premièrement lire et vous approprier la trousse qui vous a été présentée sur la page précédente. Vous devez discuter en continu avec votre direction de recherche, c'est très important et on vous encourage fortement à en parler dans votre plan de collaboration avec votre direction de recherche, à savoir si celle-ci autorise l'utilisation et dans quel contexte elle est autorisée.
Vous devez documenter en continu votre utilisation de l'IA générative dans un journal de bord et effectuer, bien entendu, la déclaration obligatoire dans l'avant-propos de votre manuscrit. Ce qui est super important, c'est que vous devez aussi vérifier s'il y a des règles supplémentaires qui s'appliquent à votre situation dans votre programme. Donc, vous avez à faire ce que vous devez faire en lien avec aller chercher l'information, rédiger la trousse, mais aussi vous devez parler avec votre direction de recherche et parler avec votre direction de programme pour vous assurer qu'il n'y a pas de règles supplémentaires qui s'appliquent à votre programme. Voici. Donc, c'était l'information pour l'IA générative. Vous avez reçu déjà plusieurs courriels à ce sujet et vous avez les liens là, à la présentation. Donc, maintenant, où trouver toute l'information nécessaire sur le dépôt initial? Donc, vous avez le site web de la FESP. Il y a une section qui s'intitule Mémoire et thèse. Dans cette section-là, vous avez les liens suivants. Donc, avant de déposer votre mémoire ou votre thèse, les règles de présentation, le contenu des sections, des diverses sections, les outils de synthèse, gabarits, les règles de présentation. Il y a plusieurs aides-mémoires qui vous sont présentées, les logiciels qui sont autorisés, comment déposer votre mémoire ou votre thèse et ensuite de ça, les délais de traitement. Donc, la page a l'air de ça. Avant de déposer votre mémoire ou votre thèse, il y a aussi des capsules vidéo qui ont été faites qui vous rappellent chacune de ces étapes-là, qui pourront être écoutées là, quand vous serez plus près du dépôt de votre mémoire ou votre thèse. Donc, on vous encourage à aller visionner ces capsules. Au niveau des règles de présentation, il y a des règles générales qui sont applicables à tous. Donc, à tous et chacun, des règles sur la mise en page et des règles sur l'ordre des parties. Donc, vous pouvez aller lire les pages ici, règles de présentation et des web diffusions qui pourront vous aider à ce niveau-là. Tout y est vraiment là, retrouvé. Il faut aussi savoir qu'il y a certaines règles complémentaires, surtout au niveau de la rédaction de thèse ou de mémoire par article, où chaque chapitre, dans ce cas-ci, est un article. Donc, vous pouvez avoir une thèse de mémoire par article ou une thèse de mémoire de type mix, où vous avez des chapitres traditionnels et un ou plusieurs chapitres par article. Donc, ces types-là sont aussi présentés sur notre site web et vous allez pouvoir aller regarder ils sont aussi bien présentés dans les capsules que je vous ai présentées dans la diapositive précédente. Au niveau du contenu de chacune des sections de votre mémoire ou votre thèse et des gabarits de rédaction, vous allez retrouver au niveau du contenu des sections tout ce qui doit être inclus dans les résumés, dans la table des matières, dans la liste, les diverses listes qui doivent être fournies, donc les listes d'abréviations, etc. Qu'est-ce qui devrait être inclus dans les remerciements, qu'est-ce qui devrait être inclus dans l'avant-propos, etc. Donc, tout ça est retrouvé ici sur notre site web, sur le lien contenu des sections et sur le lien tableau de synthèse. Au niveau des gabarits, vous avez des informations sur la mise en page réglementaire à respecter, les styles et tailles de police qui doivent être acceptés et toutes les sections sont aussi incluses dans l'outil de gabarit langue de rédaction ici, ci-bas. Donc, on vous invite à aller contacter ces liens-là sur notre site web et vous allez trouver toute l'information de ce côté-là. Donc, il faut vraiment s'assurer que vous avez bien lu ces sections-là, que vous comprenez bien qu'est-ce qui doit être inclus dans chacune des sections et quel gabarit surtout doivent être respectés. Parce que quand on reçoit votre dépôt initial, souvent c'est un endroit où on va avoir des retards qui vont être créés parce qu'il va y avoir des allers-retours entre vous et la FESP s'il y a certains gabarits qui ne sont pas respectés ou le contenu de section n'est pas respecté. Donc, c'est vraiment important d'aller bien lire ces sections-là sur notre site web et de bien savoir ce que vous devez inclure dans chacune des sections et quel gabarit respecter si vous voulez que le processus soit le plus efficace possible. Au niveau des formulaires, il y a certains formulaires qui sont obligatoires pour tous. Donc, le formulaire de licence non exclusive de diffusion du mémoire ou de la thèse. Donc, il faut que vous compreniez que votre mémoire et votre thèse vont être diffusées à la bibliothèque de l'Université Laval et la Bibliothèque et Archives Canada. Donc, vous avez une licence que vous devez fournir avec votre dépôt initial. Il y a aussi une fiche d'information sur le format de votre manuscrit qui va permettre aux gens de notre équipe de s'assurer que celui-ci, votre manuscrit répond bien aux exigences de chacun des formats. Et cette information-là peut être retrouvée sur la page avant de déposer votre mémoire ou votre thèse de notre site web, qui est retrouvée ici dans le bas. Il y a des formulaires qui sont obligatoires aussi selon la situation. Donc, dans le cas où vous avez un mémoire ou thèse par article ou de type mix, il y a une autorisation de diffusion par les co-auteurs qui doit aussi être envoyée.
Dans certains cas, vous pouvez avoir une demande de restriction de diffusion. S'il y a des situations qui s'appliquent à vous, qui font que votre travail ne doit pas être diffusé dans la bibliothèque pour une certaine période de temps, donc vous devez remplir ce formulaire-là. Une déclaration relative à la confidentialité des travaux et des résultats qui peut être aussi applicable à votre situation, et l'autorisation de rédiger dans une autre langue, qui est une situation qui arrive souvent quand on a un mémoire ou une thèse, justement, un article où on a des articles qui sont insérés en anglais. Donc, ce formulaire-là doit être signé par vous et par votre direction de programme avant d'être transmis lors de votre dépôt initial. Donc, toute cette information-là est aussi retrouvée à la page avant de déposer votre mémoire ou votre thèse. Pour effectuer votre dépôt initial, il y a deux systèmes de dépôt jusqu'à l'été 2026 et après l'été 2026, on va tomber à 100% sur le système EMT. Donc, le système EMT est vraiment un système informatique d'évaluation des mémoires et des thèses pour lesquels toutes les facultés en ce moment, sauf la faculté des sciences et génie et la faculté de médecine, sont maintenant basculées sur le système EMT. Donc, vous avez les documents obligatoires pour les étudiants sur le système UNT, donc le fichier original de mémoire de la thèse, une copie PDF de mémoire de la thèse doit aussi être envoyée, la fiche d'information qui est nécessaire à la diffusion et le formulaire de licence doivent être inclus. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir cliquer pour s'assurer que vous avez bien inclus tous vos documents obligatoires et puis ça se fait automatiquement là, via le système EMT. Au niveau de la faculté de sciences et génie, de la faculté de médecine, jusqu'à l'été 2026, on utilise encore le formulaire électronique. Donc, celui-ci est un formulaire séparé du système EMT. Mais sachez que si vous êtes à la FSG ou à la faculté de médecine et puis que vous ne déposez pas là, avant l'été 2026, ces facultés-là vont être aussi intégrées dans l'EMT dans les prochains mois. Donc, je vous encourage, si vous êtes de la faculté des sciences et génie ou de la faculté de médecine, à vérifier avec votre direction de programme ou la gestion des études dans votre programme pour s'assurer que vous utilisez le bon système. Donc, quoi ne pas oublier pour que tout se passe bien? C'est une section qui est vraiment très, très importante là, pour s'assurer que tout se passe rondement lorsque vous allez faire votre dépôt initial. Donc, vous devez être inscrit de façon obligatoire à temps complet pendant toute la session du dépôt initial à l'un ou à l'autre de ces points. À une activité de programme de grade postulé, à une activité de poursuite de la recherche ou à un cours d'un autre programme de deuxième ou troisième cycle à l'ULaval auquel vous avez été là, admis. Donc, ce qui est important de se rappeler, c'est que vous devez être inscrit à temps complet pour la session à laquelle vous faites le dépôt initial. Cette info-là peut aussi être retrouvée dans la page avant de déposer votre mémoire ou votre thèse. Lorsque vous allez faire votre dépôt initial, la date limite d'inscription à une session, c'est vraiment la date qui précède le début de la section sous séquence. Donc, vous devez déposer, si vous êtes inscrit par exemple à la session d'hiver 2026, vous avez jusqu'au 3 mai à 23h59 pour faire votre dépôt et qu'il soit considéré comme ayant été fait à l'hiver 2026 parce que la session d'été commence le 4 mai. Donc, vous avez vraiment jusqu'à la fin de la journée qui précède le début de la session subséquente. Donc, si, par exemple, vous décidiez, vous espériez faire votre dépôt à l'hiver 2026, mais que vous faites votre dépôt le 4 mai, mais malheureusement, vous allez devoir être inscrit à temps plein à l'été 2026. Cette information-là est aussi retrouvée là, dans la page avant de déposer votre mémoire ou votre thèse. Pour que votre dépôt soit considéré fait, vous devez avoir transmis un dossier d'évaluation complet, donc deux exemplaires en Word, ODT, LaTeX et PDF, donc deux exemplaires de votre mémoire ou votre thèse, et puis tous les formulaires et documents requis doivent être envoyés. Vous devez aussi être inscrit à temps complet pendant la période d'évaluation, donc après le dépôt initial. Si vous avez une bourse, si vous participez à de l'assistanat, si vous avez un permis d'études, donc jusqu'au dépôt final là, pour les personnes qui sont en situation de permis d'études, ou si vous voulez demander un permis de travail post-diplôme. Si vous avez un statut international, cette inscription à temps complet-là n'est pas requise si vous allez quitter le Canada définitivement. Si vous voulez revenir seulement pour la soutenance, si vous avez obtenu votre résidence permanente ou si vous détenez déjà un permis de travail. Mais si cette situation-là ne s'applique pas à vous, vous devez être inscrite à temps complet pendant la période d'évaluation. Donc, je vous recommande fortement de planifier le tout à l'avance comme il faut et de travailler avec votre direction de programme et la gestion des études dans votre programme pour s'assurer que tout est bien en règle quand vous allez effectuer votre dépôt initial, mais aussi durant la période d'évaluation.
Pour ce qui est du délai de traitement, la période d'évaluation, on a une page qui est indiquée, parle du délai de traitement et d'une demande d'attestation, parce que certaines personnes, des fois, ont besoin de demandes d'attestation pour des emplois et tout ça. Donc, vous pouvez trouver l'information à cette page-là. Mais ce que je voulais vraiment prendre le temps de vous dire, c'est qu'on recommande un 4 à 5 mois pour la période d'évaluation selon si vous êtes à la maîtrise ou au doctorat. Et voici l'ensemble de nos délais qui sont attendus. Vous voyez que si on additionne tout ça, ça monte assez facilement jusqu'à un 4 mois. Donc, au niveau du dépôt initial, il va y avoir une analyse du dossier dans un délai de 5 à 10 jours ouvrables où on va vérifier la conformité de votre dossier. Ensuite, on va demander l'autorisation de la direction de recherche quand le dossier va être conforme. Ça peut prendre jusqu'à 4 semaines et vraiment, c'est hors de notre et votre contrôle. Donc, votre direction de recherche va répondre quand elle va avoir le temps d'être allée vérifier votre version. Ensuite, il y a une évaluation de 4 à 8 semaines au niveau du mémoire et de 6 à 12 semaines au niveau de la thèse selon le moment de l'année et aussi au niveau de la thèse selon le nombre de pages. Donc, vous voyez, on peut donner jusqu'à 12 semaines aux gens de votre thèse, là. Ça, c'est durant l'été aussi. On donne un petit peu plus de temps aux gens si vous avez une thèse qui est très, très longue. Donc, il faut vraiment se prendre à l'avance et planifier un 4 à 5 mois pour la période d'évaluation afin de s'assurer que tout se passe bien. Maintenant, si vous avez des situations particulières, ce qu'il faut faire, c'est nous informer à la FESP. Vous écrivez à l'adresse évaluation@fesp.laval.ca et vous dites, bon, moi, j'ai un permis d'études qui arrive à échéance dans 4 mois. Je voulais juste vous mettre au courant. J'ai entrepris mes démarches de dépôt initial. Je pense que je vais avoir le temps, blablabla. Mais au moins, on est au courant. Donc, si jamais il y a des retards qui sont accumulés dans ce dossier-là, ben, on va pouvoir le prioriser parce qu'on sait qu'il y a une échéance qui s'en vient. Il peut y avoir plein de situations particulières. On a souvent des étudiants qui vont avoir un bébé, où il y a une date à laquelle absolument il faut avoir fait la défense. On a des situations particulières qui peuvent justifier là, de devoir faire une défense de thèse à une certaine date. Donc, on a de la flexibilité de ce côté-là, mais il faut vraiment nous avertir à l'avance. Ce qui est très difficile pour nous, c'est quand on le sait vraiment à la dernière minute et qu'il y a du retard dans votre évaluation. Il y a un évaluateur qui ne nous répond pas et là, soudainement, c'est la panique. Il y a un permis qui expire, on n'était pas au courant, ou il y a une situation particulière qui s'applique et on n'était pas au courant. Donc, aussitôt que vous êtes au courant de cette situation particulière-là, vous devriez nous avertir. Ça peut être que vous avez un emploi et puis là, vous avez vraiment besoin que le tout soit terminé à une certaine date. Donc, on est capable d'accommoder tout ça si on le sait à l'avance. Mais quand tout le monde est à la dernière minute, ben, c'est très difficile pour nous de vous supporter là-dedans. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est de prendre le temps de nous écrire quand vous avez des situations particulières. On est vraiment ouvert à vous soutenir, mais on doit le savoir à l'avance. Donc, et voilà, ça ferait le tour de la présentation d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Et puis, comme on a dit, cette session-là sera disponible en web diffusion. Donc, pour les gens qui vont nous réécouter par la suite, je vous dis merci.